Merci, monsieur le sénateur. La parole est à madame Michèle Meunier. Pour 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons ce matin une proposition de loi socialiste qui entend réparer une profonde injustice. Pour cela, nous souhaitons reconnaître un préjudice et le dédommager. Quel préjudice ? Celui d'avoir été contaminé par la Covid en ayant permis à notre pays de vivre lorsque la plupart d'entre nous se confinaient. Cette proposition de loi s'inscrit dans une continuité. Le soutien aux victimes est porté de longue date par les socialistes et par la gauche en général. Dernièrement, les travaux du député de Martinique, Serge Letchimy, sur l'indemnisation des victimes du chlordécone faisaient écho aux propositions d'indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques soutenues ici depuis 2012 par notre collègue Nicole Bonnefoy. Dans un autre domaine de risque, avec mon collègue Yannick Vaugrenard et bien d'autres, nous soutenons régulièrement les démarches engagées par les associations de victimes de l'amiante pour leur permettre d'accéder à une juste reconnaissance du préjudice subi. Je pourrais aussi citer les travaux pour une juste indemnisation des catastrophes naturelles menés par Nelly Tocqueville ou pour une meilleure reconnaissance des victimes des essais nucléaires en métropole ou en Polynésie française. Cet historique nous rappelle que ces débats sont âpres et longs. Souvenons-nous de ces 18 années de débats parlementaires qui ont conduit Martin Nadeau, le député ouvrier républicain socialiste, entre 1880 et 1898, à instaurer dans la loi une protection contre les accidents du travail. Il fut ainsi le précurseur de la branche AT-MP. Ces débats sont longs car ils cherchent à rééquilibrer un rapport de force souvent en défaveur des victimes. Si ces victimes sont nombreuses, leur indemnisation coûte cher et suscite des réserves et des précautions pour abonder ces fonds. Et si elles sont peu nombreuses et isolées, ces victimes, la tentation est forte de les ignorer, de les oublier. Le gouvernement a annoncé le 21 avril dernier l'indemnisation des soignantes et des soignants contaminés dans leur cadre, dans leurs fonctions. Outre que ce dispositif tarde à montrer son efficacité, j'y reviendrai, il écarte une part non négligeable de la population mobilisée. Cela a été dit, il n'y a pas que les professionnels de santé qui étaient mobilisés sur le front. La société, dans son ensemble, a été solidaire et une myriade de professions a contribué à l'effort de guerre, pour reprendre les termes du président de la République. J'en nomme à mon tour quelques-unes. Les hôtes et hôtesses de caisses, de supermarchés et d'épiceries, à qui nous avons témoigné, par un sourire masqué, notre soutien dans son ensemble. Les professions de la chaîne logistique qui s'affairaient dans l'ombre, les camionneurs, les transporteurs, que les tournées exposaient à de multiples reprises. Les éboueurs, toujours au rendez-vous, même quand le moindre emballage devenait suspect. Les conductrices et conducteurs de transport en commun, confinés dans leur cabine. Les forces de l'ordre, de sécurité, les agents pénitentiaires, exposés sur le terrain et qui ont alterné les quatorzaines pour éviter de contaminer leurs unités. L'ensemble des personnels des EHPAD, chargés des soins, de l'accompagnement, de l'entretien, des services de restauration, d'hébergement ou des tâches administratives. Les aides à domicile, dont les associations étaient souvent les dernières à recevoir masques et protection des ARS. Les travailleuses sociales chargées d'accompagner les femmes victimes de violences. Les animateurs et animatrices qui ont accueilli les enfants des personnels mobilisés dans une ambiance éducative à rebours de leur habitude de travail, sans proximité, sans activité collective, afin de protéger tout ce petit monde. Mais sans oublier que le soir venu, elles allaient croiser des pompiers, des infirmières potentiellement contaminées, qu'elles allaient peut-être elles-mêmes tomber malades. Les employés funéraires, enfin, confrontés à l'anxiété d'être contaminés au contact des défunts et à la douleur, parfois l'incompréhension des familles face aux mesures de précaution. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.
Il a fallu, mes chers collègues, toute une nation pour faire face à cette pandémie, pour contenir sa propagation. Les personnels contaminés ont éprouvé la souffrance de la maladie, la détresse respiratoire, l'intubation qui peut laisser des séquelles et bien d'autres symptômes encore. Après avoir enduré de longues semaines d'épuisement, certaines et certains ont guéri, d'autres sont décédés. Ces personnes sont des victimes. Leurs proches, ayant droit, sont des victimes. Nous le reconnaissons pleinement et nous souhaitons les indemniser parce qu'il serait injuste d'appauvrir encore plus ces malades qui ne sont en rien responsables de la pandémie, qui étaient certes en deuxième ligne, mais souvent les premiers et les premières de corvée. Voilà ce que propose cette proposition de loi, préparée par notre collègue Victoire Jasmin et construite avec l'appui du secteur associatif et des organisations syndicales. Saluons l'Andeva, Corona Victimes, la FNAT pour leur expertise, la CFDT, Force ouvrière et la CGC pour leur soutien. Leur regard acéré a permis d'éviter les écueils de la réglementation actuelle liée au régime de la reconnaissance comme maladie professionnelle, dont l'établissement de la preuve incombe à la victime. Ces discussions nous ont conduits, depuis le dépôt de la proposition, à adapter le dispositif et nous examinerons donc les amendements socialistes visant à préciser le champ d'application, la période et le mode de financement du fonds d'indemnisation. Le champ d'application, nous souhaitons élargir ce champ à l'ensemble de celles et ceux qui ont assuré la continuité des activités essentielles, de manière salariée ou bénévole, et qui furent légion à affronter le risque potentiel pour exercer leurs compétences, comme secouristes par exemple. La période retenue cible les activités réalisées lorsque le risque était accru entre le 16 mars et le 10 juillet, entre le début du confinement strict et la fin de l'état d'urgence sanitaire. Dans cette période, si de nombreux concitoyens et concitoyennes ont pu bénéficier d'autorisations spéciales d'absence, d'activité partielle ou de travail à domicile, pour les autres, l'exposition au risque sera présumée de manière irréfragable. C'est la seule manière d'inverser la charge de la preuve. Nous prévoyons enfin que les connaissances scientifiques viennent compléter, par décret, l'appréciation de cette exposition et ses conséquences à dédommager. En ce qui concerne le nerf de la guerre, ce qui fait souvent achoper la mise en place de fonds d'indemnisation, leur financement, nous proposons par amendement des contributions de la solidarité nationale, de l'État, d'une part, de la branche AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, d'autre part, cette branche étant excédentaire, comme nous l'a rappelé la FNAT. Ces dispositions ont été préparées par la rapporteure, notre collègue Corinne Féret, que je salue également pour son travail. En commission des affaires sociales, le groupe Les Républicains a rejeté ces amendements, ce que nous regrettons. Je salue toutefois leur abstention constructive sur le texte qui permet donc l'examen en séance. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'évoquais tout à l'heure l'annonce gouvernementale d'accorder la reconnaissance des maladies professionnelles aux soignantes et aux soignants contaminés par le coronavirus. Cette réponse, monsieur le secrétaire d'État, fragmentée, qui divise au lieu de rassembler, semble loin d'être immédiatement efficace, y compris par les professionnels de santé. Faute de décret, les médecins libéraux qui ne cotisent pas à l'assurance facultative AVAT voient leur demande d'indemnité rejetée. Le gouvernement mesure-t-il, monsieur le secrétaire général, l'injustice de sa réponse très partielle ? Donc c'est avant tout, et pour conclure, pour mieux protéger les plus faibles que les socialistes ont porté cette proposition. Une réponse unique, claire et ambitieuse défendue par cette proposition de loi, une réponse qui témoigne d'une attention à l'ensemble de la société et pas simplement à la première ligne de front contre le Covid-19. Ce texte de loi, je l'espère, poursuivra son examen à l'Assemblée nationale. Il pourra enrichir les travaux de nos collègues socialistes Régis Juanico et Christian Hutin qui ont déposé à peu près la même proposition. Je l'ai dit, c'est un long combat que nous débutons. Il faut consolider le dispositif, pas à pas, comme l'ont été souvent les nombreuses démarches d'indemnisation citées au début de mon propos. Nous avons conscience que ce dispositif d'indemnisation n'a pas vocation à répondre à tous les besoins, mais il vise large et il n'instaure pas de tri. Et c'est là notre fierté. Je vous en remercie. Merci, Madame la sénatrice.
La discussion générale est close et nous passons à la discussion du texte de la commission.